On discute économie, on discute aussi droits des femmes, on discute écologie, transition. On apporte des solutions dans l'échange. Et ces solutions sont justement remontées à nos différents dirigeants. Et lorsque vous avez des rencontres, il se base aussi sur les propositions qui sont faites par les membres de l'APF. L'APF donc a une... Bien sûr, elle a un une avis influence, consultatif. Elle a un avis consultatif, elle fait des propositions concrètes et qui souvent sont reprises 100%, par... 50%, beaucoup trop peu. Au moins entre 50 et 60%, elles sont reprises. Donc moi, je suis très enthousiaste au travail qui est fait et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le poursuit. Vous savez, si rien n'était repris, si nous avions l'impression de prêcher dans le désert, je crois que ça fait très longtemps que tout cela se serait arrêté. Dans l'entretien du jour aujourd'hui sur Global Africa Télésud, nous allons pouvoir parler d'un rendez-vous, la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, avec notre invité qui nous fait la gentillesse de venir nous en parler. J'ai envie de dire en levée de rideau, c'est Madame Dieynaba Diop. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'être présente. Nous allons revenir sur ce qui se passe du rêve de Senghor à la francophonie aujourd'hui. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous êtes binationale, franco-sénégalaise, donc vous avez bien une bonne connaissance des deux parties, si je vais parler comme ça. Pourtant, je ne voulais pas parler de points cardinaux. Mais le fait est que la francophonie, et ce seront les questions sur lesquelles nous allons revenir sur le continent, on pense que la francophonie, ça n'est que l'Afrique, alors que loin de là. Je voudrais vous laisser la parole dessus. Merci à vous. Nous allons donc accueillir à partir du 9 juillet et ce jusqu'au 13 juillet la 50e session de notre belle Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est plus de 50 délégations qui seront présentes pendant ces 3 jours. Et effectivement, la francophonie, ce n'est pas que le continent. Et en fait, nous avons la chance d'avoir une langue qui est parlée par plus de 300 millions de locuteurs présents sur les 5 continents. Et ce sont ces 5 continents qu'on retrouve dans cette Assemblée parlementaire de la francophonie. Je suis donc la présidente déléguée de la section France. On va justement pouvoir discuter avec nos homologues, non seulement parlementaires donc, dans les différentes assemblées, mais aussi les sénateurs. Donc c'est la raison pour laquelle les maîtres de cérémonie seront Yael Braun-Pivet, qui est notre présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi Gérard Larcher, président du Sénat. On va comme ça pouvoir discuter, converser. On va avoir la commission politique qui va se réunir. Elle va nous permettre d'aborder la situation, le contexte géopolitique dans lequel nous allons discuter. On va aussi avoir l'Assemblée parlementaire, le réseau des femmes, mais aussi le réseau des jeunes. Donc vous voyez, c'est assez multiple, c'est assez large et nous sommes très fiers de pouvoir contribuer justement à continuer à faire rayonner le rêve de Senghor, mais je crois qu'aujourd'hui, il va falloir réinventer justement les modalités de la francophonie. Ce qui reste donc un rêve et ne devrait pas être un cauchemar. En effet, donc au programme la francophonie, des questions qui se posent, une encre dans un monde en crise, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, bien évidemment, la célébrissime désormais intelligence artificielle dont on nous dit qu'on peut la décliner sur plein de points et vous allez nous en parler certainement. Première question quand même, quel intérêt pour les diasporas et les populations sur le continent africain, en l'occurrence, sur ce qui peut arriver, sur ce qui va arriver, les perspectives, le monde bouge, on sait qu'il y a eu des crises. Quelles sont les perspectives ? Je crois que je suis un bel exemple justement de l'intérêt de la diaspora, puisque moi je suis franco-sénégalaise. Mon père a quitté le Sénégal en 1966 et c'est la raison pour laquelle moi j'ai vu le jour ici. J'ai grandi au Muro. J'ai toujours été très proche, enfin très férue de francophonie, notamment grâce à Senghor, mais aussi parce que j'ai fait des études de littérature. Et je crois que la francophonie, elle doit se vivre
pas seulement comme étant un rayonnement de la langue française, mais c'est surtout un rayonnement des valeurs qui sont portées dans la francophonie et qui étaient celles qui ont été impulsées par Senghor, des valeurs humanistes, des valeurs internationalistes, mais aussi le fait d'avoir des cultures en partage. La francophonie, elle vit bien lorsque justement on permet à toutes ces diasporas, mais aussi à toutes ces langues nationales de cohabiter avec le français. Parce que, on le sait aujourd'hui, c'est l'environnement multilingue qui va permettre aux Français justement d'avoir encore plus de force. Donc mettre en valeur le patrimoine culturel et langagier de tous ces beaux pays avec lesquels nous avons le français en partage. Et puis je crois que pour le continent, c'est aussi l'occasion pour nous d'échanger, je vous l'ai dit, à l'occasion des commissions politiques sur le contexte géopolitique, mais aussi parler des femmes, parler de la jeunesse, quels sont aussi les ressorts économiques sur lesquels les francophones peuvent justement échanger. La dernière fois, nous disions qu'avec les taxes, avec justement les offensives qui nous arrivent non seulement des États-Unis, mais aussi du continent asiatique, comment justement cette économie francophone peut être aussi un rempart, discuter de l'évolution des différents droits un peu partout dans le monde, s'inspirer du travail qui est fait sur l'écologie, ces nouvelles méthodes que nous avons déjà éprouvées sur le continent et qui peuvent justement venir irriguer, inspirer celles et ceux qui vivent en Occident, que ce soit en Europe, mais aussi en Asie. Vous voyez, les ponts sont multiples et donc je crois que ce soit les diasporas ou que ce soit le continent, nous avons tout intérêt à nourrir ce dialogue, à nourrir ces échanges qui vont nous enrichir les uns les autres. Mais j'ai fort envie de vous demander comment, parce que je le disais au début, le rêve de Senghor, pour d'aucuns, est vécu, perçu comme un cauchemar, à tort ou à raison. Vous allez nous donner votre vision de ces choses-là. Et puis, vous avez été professeur d'histoire géo et la francophonie, quelque part, c'est aussi cela, l'histoire de la relation, alors j'avais envie de dire du continent africain, mais pas que, vous l'avez précisé, et la géographie aussi, parce que selon où on se trouve, les choses ne sont pas articulées. On peut être francophone pas très loin du centre de gravité de la francophonie, qu'est la France, ou alors francophone, mais très très éloigné géographiquement, et que l'on ne comprenne pas qu'avec en partage la langue française, donc l'état d'esprit et finalement l'identité, beaucoup ne comprennent pas pourquoi ces choses ne se transposent pas dans la réalité. Par exemple, le désir de se déplacer, d'aller donc en France, considéré parfois à tort ou à raison comme étant la maison mère, et puis qu'il leur soit opposé un certain nombre de choses. C'est vrai. Il faut savoir que quand vous faites partie de cette belle assemblée parlementaire francophone, une des premières choses que l'on remarque, c'est qu'elle nous permet aussi de faire de ce que moi j'appelle de la diplomatie parlementaire. C'est-à-dire que même lorsque nos dirigeants ont du mal à échanger, nous continuons. Êtes-vous entendu par vos dirigeants? On est entendu par nos dirigeants parce qu'on peut être justement celles et ceux qui vont permettre une impulsion, discuter. Par exemple, nous avons des membres qui sont dans des pays qui aujourd'hui ont vu des coups d'État, qui ont vu aujourd'hui des régimes avec lesquels on n'arrive pas forcément à discuter, mais on garde en notre sein le Mali, le Niger et d'autres, parce qu'on se dit qu'il ne faut pas couper les ponts. On a aussi la possibilité, lorsque vous êtes dans cette assemblée parlementaire, vous le disiez, peut-être certains le vivent comme un cauchemar, mais je crois que c'est parce que nous devons aussi, nous, Français, revoir notre façon de nous adresser à nos homologues du continent. Il faut répondre à l'aspiration de la jeunesse d'être émancipée, aussi de changer le rapport qui a été très longtemps celui qu'on appelle communément de la France-Afrique. Il faut un dialogue équilibré, apaisé, et puis parler d'égal à égal. En tout cas, c'est ce que nous allons nous attacher à faire avec ma déléguée générale Amélia Lacrafi. Nous avons à cœur de redonner à la francophonie cette place de diplomatie parlementaire pour que chacun se sente considéré. Et puis, je crois qu'il faut aussi que ce soit l'occasion pour la jeunesse francophone. Vous l'avez rappelé, ces questions de mobilité, il faut faciliter la mobilité au sein de la communauté francophone. Ça passe par une politique des visas qui soit beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus
offerte. Quand on discute avec nos camarades du Québec, on voit bien qu'il y a une différence. Il y a une véritable différence. Et moi, je me désole de voir que beaucoup de nos jeunes francophones aujourd'hui privilégient le Canada. Par la force des choses. Par la force des choses, parce que rien n'est facilité pour qu'ils puissent justement arriver jusqu'en France. Donc ça fait partie du travail que nous allons faire avec mes camarades de la section France, c'est-à-dire comment faciliter concrètement la mobilité de notre jeunesse francophone. Alors, nous ne doutons pas que vous y mettiez tout votre cœur, mais la question revient. Êtes-vous prise en compte? Êtes-vous entendue? Pourquoi aura-t-il fallu qu'il y ait des personnes qui, par leur binationalité, par exemple, veuillent pouvoir participer à cela? Parce que finalement, ce qui se passe, c'est comme dans les familles, il y a des enfants, ils deviennent adolescents, ils deviennent majeurs un jour, ils voudraient apporter leur vision du monde sur ce qui les concerne, et parfois les parents, pardonnez cette image paternaliste, il n'y a pas d'autre manière de le dire, qui fait que si on le vit au quotidien, et là, en l'occurrence, pour ce qui concerne donc, et pourtant, Dieu sait combien je ne voulais pas parler de points cardinaux, des rapports nord-sud, de la France et de l'Afrique, on voit bien que ce schéma, je le disais, qui est commun à tout un chacun, ça ne fonctionne pas. Alors là, dans cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ce sujet va être abordé. Vous avez vous-même mis une encre dans un monde en crise. Vous, non pas vous nommément, mais voilà les organisateurs. C'est l'angle que nous avons choisi. Cet angle-là, que pensez-vous qu'il puisse en sortir, puisque manifestement la messe est dite? Moi, je crois que la messe n'est pas dite, et c'est d'ailleurs tout le travail auquel nous allons nous livrer avec nos présidents d'Assemblée, que ce soit Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet, mais aussi notre délégué général, je l'ai dit, Amélia Lacrafié et moi-même. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse réouvrir le champ et que nous puissions justement démentir l'idée selon laquelle il y a toujours dans le rapport avec le continent cette idée paternaliste, donneuse de leçons, de se dire qu'ils ont tout à apprendre de nous et pas l'inverse. Alors que l'histoire nous montre bien qu'au contraire, c'est en se nourrissant des expériences des uns et des autres que nous arrivons à faire prospérer et rayonner la francophonie. Longtemps, on a pensé que être francophone, c'était adhérer de manière complètement hermétique au modèle français. Non, la francophonie, ça n'est pas la France. La France le comprend-elle? Parce que c'est une question qui se pose. Moi, je crois qu'elle le comprend. La manière dont, pardonnez-moi, la manière dont la francophonie est vécue, ça et là, cela est-il pris en compte par la France qui pourrait en être étonnée, ne fût-ce que dans l'usage de la langue, dans la sémantique et tout ce qui s'ensuit, et donc dans l'état d'esprit des uns et des autres? Je crois que c'est entendu, puisque nous avons eu de nombreux échanges avec notre ministre de la francophonie, Mohamed Tani Swahili. Nous avons aussi discuté avec Jean-Noël Barrot, qui est notre ministre des Affaires étrangères. Nous avons fait aussi entendre notre voix auprès du président de la République, Emmanuel Macron, qui a pu commettre aussi certains impairs dans ses prises de parole. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes clairement dans une position où nous savons que, au vu de la baisse d'influence, au vu de la critique et même parfois du rejet qu'il peut y avoir sur notre continent de la France et de la langue française. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été à la hauteur des attentes et de ce que nous demandaient nos locuteurs francophones. Donc il va falloir travailler à restaurer ce lien. Et puis je crois qu'il ne faut pas non plus avoir un tableau trop négatif, parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons d'excellents rapports avec toutes les délégations qui sont présentes à l'APF. La preuve, c'est qu'elles restent très présentes, que nous avons plus de 540 invités qui seront présents durant ces 3 jours que nous allons partager avec nos homologues francophones. Moi, je crois que chacun et chacune est attaché à la francophonie. Il va falloir justement trouver peut-être une nouvelle symphonie pour que nous puissions nous rendre compte que chacun est utile à sa place et donner justement le là à chacun et à chacune pour qu'ils puissent se dire « je participe pleinement au rayonnement de la francophonie ». Ne seront pas présents ceux qui pour l'instant sont mécontents? Oui,
Pour l'instant, sincèrement, je crois que nous n'avons pas de mécontentement. Je vous dis, on a plus de 50 délégations. Quasiment toutes celles et ceux qui ont des sections sont présents. On fera le bilan. Mais aujourd'hui, je crois que c'est... Puisque d'aucuns, pour l'instant, ont fait savoir de manière officielle qu'ils ne faisaient plus partie de cet espace-là. Ils ne sont pas présents. Est-ce que l'OIF, alors... Oui. On a des défections de l'OIF, mais pas de l'APF. C'est-à-dire que C'est important de revenir sur cette nuance. Moi, je crois qu'il y a une vraie nuance. C'est-à-dire qu'il y a eu le retrait, effectivement, du Mali, du Niger, de l'OIF, mais ils sont toujours membres de l'APF. Voilà, le Burkina Faso, mais ils sont toujours membres de l'APF. Alors, quelle cohérence y a-t-il entre justement le fait de pouvoir demeurer membre de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, alors que, justement, ils se sont retirés de Alors, ce sont deux entités totalement différentes. Vous avez une entité, effectivement, on travaille les uns avec les autres, mais l'Assemblée parlementaire francophone, je le rappelle, ce sont des parlementaires, donc des députés, des sénateurs, qui font le choix, justement, de pouvoir converser, échanger avec leurs homologues. Et peut-être pour parvenir à... Justement, à discuter, à pouvoir continuer d'échanger. Et c'est pour ça que je pense que notre Assemblée parlementaire de la francophonie, elle est primordiale parce qu'elle permet de garder du lien, nous, entre parlementaires, même lorsque les chefs d'État, les dirigeants n'arrivent plus à converser. C'était ça aussi le rêve de Senghor, c'est-à-dire que c'était déjà par les êtres humains que le lien se tisse, que le lien se maintient et que peut-être cela puisse remonter vers les dirigeants. Eh bien, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons réussi à faire jusqu'ici. Et moi, c'est pour ça que je reste très positive sur le fait que tout le monde est resté. On va continuer de discuter, de dialoguer. On va pouvoir, j'espère, les accueillir. Et même si on ne les accueille pas, on a eu par exemple des réunions de la région justement du Sahel. Vous avez eu des réunions aussi justement de la partie africaine qui s'est réunie. L'APF, ils étaient au Bénin et puis ils étaient au Congo-Brazzaville il y a peu de temps. Amélia Lacrafi y était. Toutes les composantes sont venues. On a discuté, on se dit les choses. S'il y a des choses qui ne vont pas, on s'en parle. Nous avons pris, par exemple, lorsque nous étions à Dakar, une résolution sur la situation de Haïti. Nous avons continué à faire en sorte que et le Rwanda et nos homologues de la République démocratique du Congo continuent de discuter et d'échanger. Ça n'a jamais été facile, mais nous avons convenu qu'il fallait continuer. Donc vous voyez, vraiment, là, pour le peu, je crois qu'on est à la hauteur de ce que Senghor attendait justement de cette APF, c'est-à-dire être en capacité de maintenir le lien, même lorsque les dirigeants, eux, n'arrivent plus à discuter. Mais n'est-ce pas à dire que d'aucuns se sont déconnectés de l'idée initiale qui était celle de Senghor, donc cette volonté de cohésion, du faire ensemble, on parle du vivre ensemble, et que, bon an, mal an, ces choses sont devenues uniquement politiques, avec, ma foi... il y a tout un volet culturel que nous travaillons, nous soutenons justement à travers cette Assemblée parlementaire francophone. Vous avez des échanges de notre jeunesse, les femmes se parlent. Mais pardonnez-moi, vous l'avez dit, il y a donc bien l'Assemblée parlementaire et il y a l'OIF. Oui. Et donc aujourd'hui, les crises, quand crise il y a, c'est rapport au fonctionnement de l'OIF vis-à-vis des parties prenantes. Tout à fait. Et donc la question qui se pose et qui s'impose, c'est est-ce que l'Assemblée parlementaire a des solutions efficaces et le moyen de les mettre en œuvre afin que, là où il y a des crises, qu'il n'y en ait plus ou quand il y en a, que les choses puissent rentrer dans l'ordre, l'ordre n'étant pas l'ordre établi tel qu'il aura été jusqu'aujourd'hui. Par exemple, nous avons dans l'émission de l'APF, nous envoyons souvent des parlementaires qui vont venir aider à un processus électoral, qui vont venir aussi, par exemple, aider à ce que tout se passe au mieux. On va accompagner nos homologues, on va aussi faire des missions qui sont demandées par les pays eux-mêmes. On n'y va pas si on n'est pas demandé. On l'a fait, par exemple, lorsque nous avons eu le dernier scrutin au Gabon. Nous avons envoyé aussi des délégations un petit peu partout. Nous discutons avec justement celles et ceux qui en ont besoin. On discute économie, on discute aussi droits des femmes, on discute écologie, transition. On apporte des solutions dans l'échange. Et ces solutions
sont justement remontés à nos différents dirigeants. Et lorsque vous avez des rencontres, il se base aussi sur les propositions qui sont faites par les membres de l'APF. L'APF donc a une... Bien sûr, elle a une influence consultatif. Elle a un avis consultatif, elle fait des propositions concrètes et qui souvent sont reprises 100%, 50%, beaucoup trop peu. Au moins entre 50 et 60%, elles sont reprises. Donc moi, je suis très enthousiaste au travail qui est fait et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le poursuit. Vous savez, si rien n'était repris, si nous avions l'impression de prêcher dans le désert, je crois que ça fait très longtemps que tout cela se serait arrêté. C'est notre 50e session. On a la chance de l'accueillir à Paris et on voit que cette diplomatie parlementaire, elle a des effets et qu'il faut continuer de l'alimenter parce que souvent, lorsque le dialogue est rompu entre les dirigeants, eh bien nous, parlementaires, nous continuons à pouvoir justement discuter et impulser dans nos pays respectifs un dialogue qui soit un dialogue beaucoup plus... À pouvoir continuer à parlementer. Exactement. Alors, est-ce que quand on est binational, n'est-on pas perçu comme étant en porte-à-faux par, pour ne pas la nommer, la France? Est-on entendu, comprend-on qu'on puisse être à la fois d'ici et d'ailleurs? Est-ce que ça ne vient pas biaiser la perception des propositions pourtant objectives que vous pouvez faire, pas vous nommément, mais tous ceux qui, comme vous, Pas du tout, au contraire, je crois que la France a très vite compris qu'elle avait tout intérêt à avoir des binationaux justement dans ces assemblées. Et cela est-il formulé de manière effective? Vous seriez donc la grille de lecture au travers de laquelle les institutions, les dirigeants pourraient mieux lire l'Afrique et mieux la comprendre. Moi, je crois que c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, on a non seulement les binationaux, mais aussi nos députés qui sont les députés des Français de l'étranger, qui ont aussi cette perception très juste de comment se passent les choses et comment les rapports avec le continent doivent être justement travaillés, exploités. Moi, en tout cas, je le vis comme une richesse et je pense que Amélia Lacrafi ou encore Karim Bencher et beaucoup d'autres ne me démentiront pas. Et dans notre dialogue, non seulement avec nos ministres de tutelle, qui est Monsieur Mohamed Tani Swahili, ou encore avec le ministre des Affaires étrangères, c'est vraiment vécu comme étant justement une grille de lecture qui enrichit justement et qui leur apporte la possibilité justement de pouvoir saisir aussi les nuances de ce qui est attendu d'un côté et de ce qui est... Et un changement de posture, faire évoluer la posture, notamment de la France sur le relationnel, parce que c'est là que ça coince. C'est là que le bas blesse et c'est là que ça pêche. Et justement, je crois que notre génération, justement, est la mieux placée pour pouvoir dire... Il faut changer cet état d'esprit et il faut être dans une relation beaucoup plus équilibrée. D'autant que la génération, la vôtre aussi, si vous le permettez, sur le continent, veut remettre les pendules à l'heure. Exactement. De toute façon. Elle a besoin d'avoir un dialogue qui est d'égal à égal. Et je crois que c'est plus que nécessaire. Et je crois que, justement, c'est entendu par nos dirigeants et nous sommes celles et ceux qui... Moi, je le dis toujours, moi, j'aime à dire que j'aime faire le lien entre mes deux pays, j'aime faire le lien entre mes deux continents. Et je crois que nous sommes très nombreuses et très nombreux à vouloir être ce trait d'union, justement, pour que les choses s'équilibrent. Et l'APF, vraiment, et je crois, est le meilleur outil pour que justement, on puisse concrétiser ce changement de curseur. Ce changement d'époque qui est voulu par nous tous. Alors, de même que sur le continent notamment, on entend beaucoup parler de paix et sécurité en Afrique, au Moyen-Orient et partout ailleurs, et que à la table des négociations sont invitées, surprise, des femmes. Comment fait-on pour attendre justement des personnes que sont les femmes un apport qui vienne changer la donne dans le même temps quand leur endroit persiste, subsiste des discriminations, et c'est le moins que l'on puisse dire. Je voudrais là vous emmener à parler donc du réseau des femmes parlementaires de la francophonie. C'est très important, ce réseau des femmes justement parlementaires de la francophonie. Nous l'avons, ça a été quelque chose qui a été voulu par l'APF parce que nous savons très bien que les problématiques rencontrées par mes homologues sont distinctes des problématiques qui sont portées par nos homologues hommes. Et nous avons vu aussi que l'échange est fructueux. C'est-à-dire qu'il
il y a dans les différents pays des avancées, des innovations qu'on peut reprendre à peu près partout. Et puis, vous le savez, c'est pas moi qui le dis, mais on sait très bien que lorsqu'il y a des négociations, les femmes sont toujours beaucoup plus, comment dirais-je, prêtes à faire du compromis, de la concession. Pour autant qu'elles soient conviées. À la table de négociation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons tout un travail pour que les femmes soient présentes à la table des négociations, qu'il y ait à parité, lorsque nous avons des négociations, qu'elles soient présentes, qu'elles apportent aussi leur regard sur ce qui se passe. Et on sait très bien que sur le continent, c'est elles qui font bouger les choses, c'est elles qui font bouger les lignes. Beaucoup de pays l'ont déjà compris, avec des dirigeantes femmes, avec des Tant qu'on peut les compter, c'est qu'elles sont encore beaucoup trop peu. Mais évidemment, si vous êtes d'accord. Et même en France, je rappelle juste qu'à l'Assemblée nationale française, nous représentons 37% des effectifs. Seulement, nous ne sommes pas encore à parité et qu'il y a encore du chemin à faire malgré toutes les lois qui ont été votées. Il faut de l'égalité réelle, il faut de la parité réelle, il faut que les femmes puissent prendre toute leur place, mais pour ça, il faut leur offrir l'opportunité de le faire. Et en l'occurrence, dans l'espace francophone, peut-être que ça va beaucoup plus vite sur certains de ces points, ou pas du tout? Oui, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite. Par exemple, pour vous donner l'exemple de la France, la présidente Yael Braun-Pivet, déléguée générale Amiel Akrafi, et moi-même qui suis la présidente déléguée. Nous sommes 3 femmes aujourd'hui qui sont les dirigeantes de l'APF sur la section France. Ça se féminise énormément et on voit que de plus en plus, justement parce que nous sommes présidente de délégation, présidente déléguée, eh bien ça nous permet aussi de porter une voix singulière et de mettre à l'agenda des problématiques qui sont des problématiques de femmes grâce à ce réseau qui est de plus en plus puissant et qui nous permet justement de fédérer, mais aussi de mutualiser les initiatives que l'on peut trouver dans les différents continents et de justement essayer de faire en sorte qu'elles irriguent l'ensemble des sections que compte l'APF. Avec quelque chose de particulier, des femmes souvent jeunes, pour donc ne pas manquer de parler de la jeunesse dans cet entretien du jour. La jeunesse est prise en compte et donc vous cumulez ces caractéristiques-là, s'il faut le dire ainsi, pour pouvoir faire bouger les choses. Parce que cette jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Tout à fait. Et puis, vous savez très bien que l'Afrique est le continent le plus jeune et que nous allons certainement nous retrouver d'ici 2030 avec une population qui ne va cesser d'augmenter sur le continent africain. Il faut accompagner cette jeunesse, accompagner surtout son envie légitime. L'écouter, la prendre en compte surtout. Il faut l'écouter, la prendre en compte, l'accompagner et puis surtout lui donner l'opportunité justement de s'ouvrir et de créer elle-même ses opportunités. Mais elle est ouverte, cette jeunesse-là, et elle l'a d'ailleurs très bien compris. Là où le vent souffle mieux, elle s'en va au Canada, partie de l'Afrique, vous l'aviez dit au début de cette émission. Et peut-être que, alors on parle de fuite de cerveau, peut-être que s'il faut reconsidérer un regard vers la France, et j'ai envie de parler même de réconcilier les uns et les autres avec la vie, peut-être qu'il faut résolument que les choses bougent du centre de gravité ici vers là-bas, sinon c'est notre ambition. C'est notre ambition. Il va falloir donner envie aux jeunes francophones de revenir. D'avoir envie. Voilà, d'avoir envie et de revenir en France, partager leur enthousiasme, leur innovation. Et implémenter, parce que c'est un apport. Ce ne sont pas que des mains qui demandent, mais des cerveaux qui apportent. C'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire qu'on a beaucoup à apprendre de cette jeunesse qui arrive du continent, parce qu'elle est innovante, parce qu'elle a beaucoup d'envie et surtout elle a beaucoup d'idées qu'il va falloir accompagner. Et je crois que, sincèrement, nous avons tout intérêt à nous nourrir de cette grande capacité qu'ils ont d'adaptation sur la transition écologique, sur les nouveaux métiers. Et je crois que si nous faisons cela, eh bien, cela fera grandir non seulement la francophonie, mais ça fera grandir le monde entier. Nous terminerons donc là-dessus dans cet entretien du jour, Madame Djeneba Diop. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale et que c'est un appel là à la jeunesse, l'opportunité de féconder le reste du monde, notamment la France. Merci d'être venue. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.